société, droit et liberté avec Frédéric Bérard à C'est jamais pareil. Non, ce n'était pas arrangé avec le gars des vues. Vraiment une bonne semaine pour lui parler parce que ça a bougé énormément à Ottawa. Très heureux de retrouver en ce début d'année l'avocat, docteur en droit et chroniqueur Frédéric Bérard. Bonjour. Bonjour Frédéric. Santé, bonheur et succès dans tes études, Frédéric Bérard. Oui, c'est très réciproque. Oui, je suis the never-ending student, probablement. Bon, je le mentionnais, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, qui a annoncé lundi qu'il quitterait ses fonctions comme chef du Parti libéral du Canada. Attention, il y a une condition. Dès que sa formation va nommer un ou une nouvelle chef, le premier ministre qui a aussi demandé à la gouverneure générale du Canada, Mary Simon, de proroger le Parlement jusqu'au 24 mars. Alors là, une belle occasion de revenir sur des principes de base du fonctionnement de notre Constitution. Cours de prorogation 101 à la base. La prorogation, ça sert à quoi? Oui, en fait, la prorogation, c'est simplement de dire le Parlement ne va pas siéger de façon imminente. On va reporter la prochaine séance législative. Et c'est important de comprendre que dans notre système parlementaire, dans notre système, dans notre Constitution, il y a ce qu'on appelle du droit mou, essentiellement. Et ce qui fait partie du droit mou, c'est ce qu'on appelle notamment les conventions constitutionnelle. Une convention constitutionnelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas écrit dans le texte constitutionnel. Vous ne trouverez pas ça. Mais la pratique a fait en sorte, avec le temps, que les acteurs politiques se sentent liés par cette même convention constitutionnelle et qu'on doit la respecter. Un exemple. On sait que quand on regarde la Constitution canadienne, le boss, là, c'est pas le premier ministre. Le boss, c'est le roi d'Angleterre représenté par la gouverneure générale. Ça, c'est le texte écrit. Mais on sait que dans les faits, en pratique, c'est le premier ministre qui décide. Ce qui fait que quand le premier ministre va voir la gouverneure générale, comme dans ce cas-ci, puis lui dit « Je veux proroger le Parlement », ben la gouverneure générale doit se plier à la volonté du premier ministre et faire respecter cette convention constitutionnelle, même si c'est du droit mou et non pas du droit qui est prévu précisément par écrit dans la Constitution. Une prorogation, est-ce qu'il y a des critères, est-ce qu'il y a des choses à respecter pour la demande? Est-ce qu'on peut le demander pour n'importe quoi? La beauté de l'affaire quand vous êtes premier ministre du Canada, là, Frédéric, c'est que vous n'avez pas beaucoup d'obstacles dans la vie. Vous n'avez pas beaucoup de contre-pouvoirs, à part le pouvoir judiciaire, puis encore là, il y a la dérogatoire dans certains cas. Donc, ce qui fait que non. La prorogation, au strict gré du premier ministre. La gouverneure générale pourrait, techniquement, en regardant la Constitution, pourrait dire non, je refuse, c'est moi la boss. Mais on sait qu'avec cette convention-là, c'est le premier ministre qui en détermine les conditions et la gouverneure générale est là, peut-être purement symbolique, protocolaire, elle dit « Bonjour, parfait, monsieur le premier ministre ». Elle va peut-être lui poser quelques questions, à savoir si c'est nécessaire, êtes-vous sûr, le 24 mars, oui, vous n'aimeriez pas mieux le 26, ou bon, peu importe, là, je déconne un peu, mais au-delà de ça, elle n'a pas de pouvoir potentiel d'imposer des conditions. On a beaucoup parlé dans les analyses, un peu un rappel de ce qui s'est passé avec les conservateurs en 2008. Est-ce qu'on peut faire des parallèles avec le scénario de Stephen Harper versus le scénario de Justin Trudeau? Absolument. Puis ça, c'est un peu comique, parce qu'il y a plusieurs conservateurs actuellement qui sont outrés que Trudeau ait prorogé le Parlement, mais on pourrait leur rappeler qu'ils ont fait exactement la même chose sous Stephen Harper en 2008. Faire une petite histoire. En septembre, si je ne fais pas erreur, il y a eu une élection. Le gouvernement Harper est élu, mais minoritaire. Or, quelques mois à peine plus tard, Stéphane Dion, le chef du Parti libéral, Jack Layton, le chef du NPD, et Gilles Duceppe, le chef évidemment du Bloc québécois, se sont unis pour renverser Stephen Harper, pour renverser son gouvernement. Puis ça, c'est une autre convention constitutionnelle, qui est celle du gouvernement responsable, c'est-à-dire que le gouvernement doit avoir la confiance de la Chambre, sinon il sera renversé, sinon il doit démissionner. Or, Stephen Harper, qui venait tout juste d'être élu, puis Stéphane Dion, qui avait eu un score absolument épouvantable dans le mauvais sens du terme, a dit, moi, je reste. Je viens d'être élu par les Canadiens, puis c'est pas vrai que je vais être remplacé par Dion, parce qu'oublie pas que le triumvirat, là, si je peux appeler ça comme ça, avait dit, ça va être Stéphane Dion qui va devenir notre premier ministre. Alors, évidemment, les conservateurs étaient absolument outrés. Le trio est allé voir, a demandé à la gouverneure générale de renverser le gouvernement. Stephen Harper a dit, vous savez quoi? Parfait. Il y a un vote en chambre qui est prévu bientôt pour me renverser. Pas de trouble. J'invoque la prorogation. On va reporter les travaux du Parlement
en janvier. Et là, le reste, c'est de l'histoire, comme on dit en anglais. Stéphane Dion avait fait son espèce de vidéo où il était filmé par en dessous. Ça avait l'air, disons, amateur, pour pas dire cégep en spectacle et plus, ce qui a fait en sorte qu'il a perdu la confiance du Parti libéral. Stephen Harper a gagné son pari. Il a pu demeurer en poste. Donc oui, Stephen Harper a utilisé cette même prorogation pour sauver sa carrière politique, disons ça comme ça. Donc, dans ce cas-ci, évidemment, il y a une différence avec Trudeau qui s'en va, mais qui peut donner la chance, puis je pense que c'est légitime, aux libéraux d'avoir un chef aux suites d'une course à la direction qui sera courte, mais quand même qui existera. Dans les deux cas, on comprend que la gouverneure générale, à l'époque, c'était Michaëlle Jean pour Stephen Harper. Là, c'est Mary Simon, aurait pu refuser la demande de Justin Trudeau, ce qu'elle n'a pas fait. Est-ce que ça remet encore en doute la pertinence ou la réelle utilité du poste de gouverneur général? Bon, absolument, on est dans le symbole et c'est bien que tu parles de Michaëlle Jean parce qu'elle aimait beaucoup son poste et elle savait que c'était écrit dans la Constitution écrite. Hein. Elle savait qu'elle avait ce pouvoir-là et il y avait des flamèches entre elle et Stephen Harper systématiquement, apparemment, parce qu'il y a une tradition qui fait en sorte que le premier ministre et la gouverneure générale se rencontrent de manière relativement assidue. Stephen Harper détestait ces rencontres, il méprisait essentiellement Michaëlle Jean. Alors, quand Stephen Harper est venu lui demander de proroger le Parlement, selon la petite histoire qu'on m'a racontée, apparemment que Michaëlle Jean l'a fait attendre 1 heure et quart dans l'antichambre en lui servant du thé vert ou du thé anglais, va donc savoir, en disant, ben regarde, c'est à toi maintenant de venir me demander quelque chose, ben très bien, je vais réfléchir. Mais tout ça pour dire que même à ça, la Convention constitutionnelle de la prorogation était trop forte et a fait en sorte que Michaëlle Jean a plié en faveur de Stephen Harper. Dernière chose par rapport à la démission de Justin Trudeau, donc je l'ai mentionné, il démissionne de son poste du chef du Parti libéral. Imaginons qu'il aurait démissionné de son poste de premier ministre du Canada. Est-ce que ça aurait automatiquement enclenché un processus électoral? Ben, en fait, ça, c'est une bonne question parce qu'il aurait fallu savoir à ce moment-là qu'est-ce qui se passe avec le Parlement? Est-ce qu'il y a une prorogation ou pas de prorogation? En d'autres termes, il y a deux possibilités. Trudeau aurait pu dire « Je démissionne de mon poste de premier ministre ». Le Parti libéral dit « OK, on s'est entendu, on fait un couronnement, ce sera, je sais pas moi, Mark Carney, par exemple. Mark Carney devient premier ministre. OK, il va être premier ministre peut-être une fin de semaine parce que là, on sait que les conservateurs, le Bloc et l'NPD avaient annoncé qu'ils renversaient le gouvernement. Donc, on irait nécessairement en élection de toute manière. Si, dans un scénario absolument improbable, pour pas dire irréaliste, Mark Carney débarque comme premier ministre et les trois partis d'opposition disent « OK, ben à ce moment-là, on déclenchera pas les élections immédiatement », bien évidemment, ça, c'est l'autre possibilité à la question. Parce que là, c'est une situation de gouvernement minoritaire, mais si, on est dans l'hypothèse, bien sûr, si ça avait été un gouvernement majoritaire, un premier ministre peut quitter ses fonctions sans nécessairement enclencher un processus électoral. Ah ben absolument, on l'a déjà vu quand Brian Mulroney a quitté son poste, c'est Kim Campbell qui est devenu sa successeur rapidement, pas aux suites d'une élection, plutôt aux suites de régie interne, si je peux dire, du Parti conservateur. Donc oui, ça là-dessus, ça fait absolument aucun doute. Et terminons dans son discours lundi, Justin Trudeau a mentionné que l'un de ses regrets, c'est de ne pas avoir entrepris une réforme du système électoral comme il l'avait promis. On a une impression, comme diraient les Anglais, de déjà vu. Il n'est pas seul à le regretter, hein. En tout cas, moi, je le regrette autant que lui, sinon plus. C'est très dommage, ça, parce que, bon, pour ceux qui se posent la question, le système proportionnel, c'est quoi? Ben, c'est de s'assurer que le nombre de votes obtenus par un parti se reflète en nombre de sièges, au moins minimalement. Hein. Souvent, ce qui est proposé, c'est ce qu'on appelle une proportionnelle mixte, c'est-à-dire on conserverait le système actuel, c'est-à-dire uninominal à un tour, donc il y a X nombre de comtés, mais il y a par exemple la moitié des députés de la Chambre qui ne sont pas élus dans un comté, mais qui sont élus conformément au suffrage obtenu par leurs partis respectifs. Par exemple, les partis fournissent une liste de 338, dans ce cas-ci à Ottawa, de 338, en fait non divisé par deux, là, de, je sais pas, le 169, c'est ce que je calcule bien, oui, 169 candidats. Et disons que le parti obtient 10 bien, ça fait en sorte qu'il aura droit à 16,9 députés. Évidemment, on va arrondir vers le haut, vers le bas. Là, on comprend. Et puis voilà, pour le reste. Et ça ferait en sorte
que le vote a plus de valeur. Votre vote individuel a beaucoup plus d'importance. Par exemple, si vous êtes dans un comté qui est excessivement, je vais inventer une couleur mauve, et vous êtes excessivement noir, ben vous savez qu'en votant noir, vous allez perdre votre vote dans le système actuel. Par contre, dans un système proportionnel ou proportionnel mixte, ben évidemment, votre vote est pris en considération davantage. Il y a des désavantages aussi à ça, hein. On le voit dans des pays de proportionnel pur, comme par exemple en Israël, où il y a beaucoup d'instabilité gouvernementale et souvent ça encourage des extrêmes. Italie, beaucoup d'instabilité aussi. Mais je pense que la proportionnelle mixte ici, au Canada, ça serait franchement un beau coup pour la démocratie. Et pour finir avec ça, Trudeau n'est pas le seul à avoir violé sa promesse. François Legault le fait aussi. René Lévesque le fait aussi à l'époque. Et il y a une raison à ça, c'est que tu proposes la proportionnelle quand tu es dans l'opposition, mais une fois que tu es élu, ben, c'est quand même le système qui t'a fait gagner, donc tu veux pas tirer dans ta chaloupe, essentiellement. Alors, qui sait, peut-être que les conservateurs le feront avec Pierre Poilievre. Il n'y en a jamais parlé, donc je crois pas que ça sera possible avec lui. On verra. Mais est-ce que tu y crois? Est-ce qu'un jour, on pourrait peut-être basculer vers ça? Ben, à ce compte-là, moi, un politicien qui en parle pas, je fais autant confiance qu'un politicien qui te promet. C'est vrai que pour cette catégorie en particulier, tu as bien raison. Frédéric Bérard, avocat, docteur en droit, chroniqueur. On se parle une fois ou 2 semaines. Toujours un plaisir de te retrouver. Très heureux de faire encore une nouvelle année avec toi. Plaisir très réciproque. Bon 2025 tout le monde. Au revoir.